Bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission. Nous sommes à plus de 1000 km de Bamako et pourtant c'est du Mali que nous parlerons ce soir. Ce pays d'Afrique de l'Ouest qui vit depuis un moment une crise sécuritaire. Crise qui engendre parfois des crises socio-économiques, voire politiques. J'en prends pour preuve les manifestations du 5 et 19 juillet dernier qui suscitent le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta, alias Ibeka. Comment le Mali en est-il arrivé là? Pourquoi a-t-on du mal à éradiquer cette crise terroriste? Nous allons en parler ce soir avec deux jeunes Maliens patriotes. Ils ont décidé de donner leur voix pour contribuer à l'illumination de leur chère patrie, le Mali. À ma droite, vous avez un nouvel invité, il s'appelle Ndiaye, il est analyste politique et aussi secrétaire général d'un parti politique, le phare en Égypte. Et puis, à ma gauche, vous avez un habitué du débat du jeudi, il s'appelle Thierry, aussi analyste politique. Alors, bienvenue, chers invités, dans le débat du jeudi de ce jour. Merci. Alors, le Mali d'Ibeka, c'est dans un instant après cette petite pause. Comme je l'annonçais tout à l'heure, on va parler du Mali, le Mali de Ibeka. Ma première question va directement à Ndiaye. Alors, Monsieur Ndiaye, soyez le bienvenu encore dans notre studio. Merci beaucoup. Je vous remercie de nous avoir invités à votre plateau ici. Merci. C'est un réel plaisir, sincèrement. Merci, ça fait plaisir aussi. Alors, le Mali, on ne va pas faire toute la jeunesse de cette crise terroriste qui sévit depuis un moment, mais ça devient quand même inquiétant. Effectivement, très très inquiétant. D'abord, parlant de la crise politique malienne, il faut comprendre que cette crise-là, c'est une crise multidimensionnelle. Donc, je ne sais pas si votre question pouvait venir d'abord en parlant du nord du Mali. Oui. En général, la situation politique et terroriste, c'est-à-dire la situation sécuritaire qui sévit actuellement, qui a pris en temps le nord et actuellement est en train de prendre le centre. Est-ce que ça ne devient pas de plus en plus inquiétante? Effectivement, très inquiétant. La crise du nord, c'est une crise qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est une crise qui date de lointain. Qu'est-ce qui inquiète plus actuellement dans la situation? Ce qui est inquiétant dans la situation, c'est qu'une partie de l'armée malienne a tenté de mener un coup d'État au Mali. Oui, et ce coup d'État-là, ça a désorganisé davantage le nord du Mali. Et ce qui a provoqué la chute justement du président. Okay, si je résume, cette désorganisation qui est issue de ce coup d'État-là aussi a amplifié la situation. Ça a amplifié la situation et c'est en ce moment-là que les rebelles aussi ont sauté sur l'occasion et ils ont demandé à est-ce que ils ont demandé leur libération, c'est-à-dire leur indépendance, disons, ils ont proclamé leur indépendance. Et c'est à cela que l'indépendance, jusqu'à là, ils parlent de l'Azawad. Merci beaucoup pour votre intervention. Alors, M. Thierry, merci beaucoup d'être là avec nous. Alors, votre co-débatteur a évoqué cette désorganisation du nord du Mali suite au coup d'État de 2012 qui a fait que la situation s'est amplifiée. Est-ce que vous pensez que la situation inquiétante que vit le Mali aujourd'hui est issue de cette désorganisation-là? D'accord. Tout d'abord, merci de m'avoir invité une fois de plus sur votre plateau, le plateau du débat du jeudi. C'est un honneur de venir discuter avec vous le sujet de l'actualité africaine, en particulier aujourd'hui sur le Mali. La crise du Nord, comme mon compatriote l'a si bien expliqué, ce n'est pas une crise qui est datée d'aujourd'hui. Exact. Depuis, on peut dire que la crise s'est amplifiée par le temps, surtout après le départ du président ATT, Amadou Toumani, un départ qui a été précipité par un coup d'État lamentable que je qualifierais déjà le plus pire coup d'État du Mali, de l'histoire du Mali. Parce que le président Amadou Toumani Touré, il était déjà vers la fin de son mandat et des militaires qui se sont opposés suite à certaines attaques qui se sont faites au nord du Mali. On a vu avec Tessalit, Aguelok, qui ont été les premières localités à être attaquées par les groupes séparatistes. Les séparatistes sont des Touaregs, ils ne sont pas nombreux, ils sont localisés surtout
à Kidal. Ils étaient localisés surtout à Kidal. Mais c'est suite à ces attaques multiples sur l'armée malienne, on a perdu pas mal de vies. Et les Maliens se sont révoltés, les femmes se sont révoltées, elles ont fait des marches. Et suite à cela, nous sommes retrouvés dans un conflit à la fois social et politique. Ce qui a fait que en 2012, un groupe armé, les militaires, ils ont pris les armes, ils ont destitué le président, c'est-à-dire ils ont fait un coup d'État. Bien vrai que le coup d'État a précipité la démission du président, mais c'est considéré dans notre histoire comme déjà un coup d'État. Et après cela, c'est vrai, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Parce que les séparatistes, ils voulaient avoir leur indépendance. Pourquoi ils voulaient avoir cette indépendance? Est-ce que ce regain d'avoir, ou de cette envie de réclamer leur indépendance, est-ce que ce n'est pas dû à la désorganisation dont parlait... Je reviens sur ce point. Je vais juste faire une petite chronologie d'abord des faits. Bon, nous sommes d'accord que l'État n'a pas joué son rôle dans la crise du Nord. Parce que la crise du Nord, comme je vous ai dit, c'était daté depuis longtemps. L'État n'avait pas presque toutes les grandes infrastructures du pays, se trouvent dans le centre et se trouvent centralisées surtout dans les grandes villes. Mais le nord du Mali était un peu isolé parce que les nordistes, comme ils le disent, il y avait des pénuries d'eau, l'électricité, n'en parlons pas, même pour pouvoir manger correctement, les besoins naturels de la vie n'étaient pas disponibles. Donc tout ceci je dirais plutôt, a précipité la crise du Nord. En plus de la désorganisation, vous avez évoqué d'autres facteurs qui ont vraiment renchéri cette crise. Exactement. Alors, dans un pays où une partie de ce pays-là veut être indépendant, est-ce que vous pensez qu'on peut gagner une guerre contre le terrorisme? Puisque, à la fin, les terroristes vont s'affilier à cette partie-là qui veut être indépendant. Qui veut être indépendante. Est-ce que vous pensez qu'on peut gagner une guerre? Non, ça c'est une très très bonne question. C'est très difficile de gagner une guerre dans un climat de malentendu, donc c'est pas du tout favorable. Donc moi je pense que ce qui se passe aujourd'hui au Nord, c'est que les rebelles, ceux qui demandent la libération de l'Azawad, qui proclament leur indépendance, ne joue pas favorablement à l'apaisement du climat social. Donc ça rend beaucoup plus la complication au niveau du Nord. Donc le Nord, déjà, il y a beaucoup de difficultés au Nord, comme l'a si bien évoqué mon compatriote. C'est que le Nord, il y a beaucoup de difficultés. C'est-à-dire, c'est l'une des raisons qui ont précipité effectivement la chute du président ATT. Et je pense qu'on pourra revenir là-dessus concernant d'autres facteurs aussi qui ont engendré, qui ont fait que vraiment le Nord fait... Donc vous confirmez que dans une pareille situation, il est difficile de gagner cette guerre? Il est très très difficile de gagner. Alors, comment on explique que depuis des années, on tente de lutter contre un groupe de personnes et on n'y arrive pas? Donc, pourtant, Idriss Déby au Tchad nous a montré la dernière fois qu'avec la force, on pourrait quand même éradiquer ce groupe de terroristes. Vous savez, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça fait longtemps que le problème du Nord Mali existe. Et on a toujours essayé de remédier à ces problèmes avec des accords politiques. Je pense que si nous avons pu mettre un accord convenable avec les séparatistes après le coup d'État, je pense que le Mali n'allait pas se retrouver dans de telles situations. On a essayé de faire un accord politique, on a signé un accord en Alger, mais cet accord, l'application de cet accord devient aussi difficile vu que les deux parties ne sont pas exactement d'accord sur certains points. Les séparatistes, actuellement, leur demande principale, c'est quoi? C'est que nous ayons notre liberté dans le Nord, que le Nord du Mali soit un État fédéral et qu'ils aient la prise de décision sur le Mali. Alors que le gouvernement qui est en place avait proposé, oui, on va vous donner plus de moyens, mais il va falloir que Kidal, la région du Nord principale, parce que c'est Kidal qui est le centre de ce mouvement, bon, plus tard c'est parti vers Tombouctou, Gao, Mopti, avec les groupes djihadistes qui ont occupé les lieux. Mais cet accord-là qui avait été signé, l'application de cet accord n'a pas été faite.
Donc c'est ce qui a fait que jusqu'à présent, on n'a pas pu trouver vraiment un terrain d'entente avec les séparatistes. Moi, je pense qu'également, il y a un rôle important à souligner, c'est-à-dire celui du gouvernement. Le gouvernement n'a pas vraiment joué son rôle, parce que vous savez que c'est le gouvernement qui peut faire beaucoup de choses, qui peut faire beaucoup de déplacements. Vous voyez, s'ils avaient au moins ça, à part l'accord d'Alger qui avait été signé, s'ils avaient au moins pu discuter avec les séparatistes, oui, les proposer des alternatives, même les faire rentrer dans le gouvernement actuel, je pense que ça allait être une C'est-à-dire les impliquer dans la gouvernance. Exactement, parce que quand vous voyez dans chaque pays, si vous voyez une population qui est isolée à elle-même, une population qui n'a pas exactement le soutien du gouvernement, mais tôt ou tard, nous devons nous dire qu'ils vont se rebeller un jour. Surtout que c'est une communauté à part, ils sont minoritaires au Mali, ils sont là depuis des années au nord du Mali. Vous voyez, donc je pense que c'est tout ça. Merci beaucoup. Justement, si tu permets, je vais répondre un tout petit peu sur ce qu'il vient de dire. C'est qu'au nord du Mali, vous avez aussi au nord les séparatistes qui réclament justement leur indépendance, et vous avez aujourd'hui au centre aussi des djihadistes comme Amadou Koufa et Iyad Agali qui eux ils veulent justement l'application de la charia islamique. Donc vous voyez, c'est comme si nous faisons face aujourd'hui à deux problèmes. Justement, si par exemple dans une partie où ils veulent appliquer la charia islamique, votre confrère, votre compatriote dit que le gouvernement de Ibeka devait mettre en application certaines choses, les impliquer, mais on ne peut pas faire des faveurs à son ennemi. Non, ça vous avez raison. Il faut aussi savoir qu'il y a eu beaucoup de tentatives de négociation de la part du gouvernement envers ces gens-là, c'est-à-dire les djihadistes-là. Donc il y a même l'imam Mahmoud Diko qui a été mandaté d'aller négocier avec les djihadistes au centre du Mali. Donc, effectivement, parmi les revendications, c'est exactement ce que je viens de vous dire, c'est qu'ils demandent l'application de la charia. Donc, il n'y a pas eu une attente, parce que nous sommes dans un État laïque. Donc, appliquer la charia dans un État laïque où vous avez, d'une part, les musulmans et les chrétiens, ou même les athées, l'application de la charia, c'est une revendication qui n'aura pas sa place dans la société malienne. Donc cette négociation a fait qu'il y a eu beaucoup de difficultés. Et ça a commencé, les Iyad Agali et les Amadou Koufa, ils ont amplifié maintenant leur attaque, ils ont tué des civils au centre du Mali. Et jusqu'à là, ça complique davantage les choses au nord aujourd'hui. Alors Thiago, vous avez parlé tantôt de l'implication de certaines personnes ou bien de certains membres de ces séparatistes-là dans la gouvernance du Mali afin d'espérer une stabilité quand même. Alors que votre compatriote a évoqué tantôt que parmi ces mêmes séparatistes, il y en a qui prennent des allures terroristes. Comment vous voulez que l'État fasse confiance à ces gens-là? Écoutez, ce sera difficile maintenant parce que vu les conséquences de la crise actuelle qui ont empiré la situation, donc je pense que ce sera très difficile. Parce que comme il avait parlé tantôt des chefs de ces mouvements, je dirais, antiséparatistes et ceux qui ont des relations directes avec le groupe terroriste, il s'agit d'Ahmad Koufa et comme il a dit, Iyad Agali qui dirige actuellement le Nord. Ce sera assez difficile parce que je pense qu'après que cette crise ait été amplifiée par l'occupation terroriste, ces groupes, ces leaders de ces groupes terroristes ne semblent pas être trop à l'écoute du gouvernement parce qu'ils sont plus confiants, ils n'ont plus de confiance au gouvernement. Et le gouvernement, pareil, parce que le gouvernement avait signé un accord pour qu'on puisse au moins avoir un terrain d'entente avec les séparatistes et ceux qui réclament l'application de la charia au Mali. Je pense qu'avec les multiples attaques qui se sont effectuées, les deux camps se sont séparés, donc il n'y a pas eu trop d'attente entre les deux camps, ce qui fait que ce serait extrêmement compliqué d'avoir de nos jours un accord politique avec ces groupes. Donc on est toujours sur mon hypothèse de départ qui est que le fait que la paix au Mali, on est encore loin de... Bon, je ne dirais pas qu'on est loin de cela, mais il y a, vous savez, le nord du Mali c'est très grand.
Le pouvoir actuellement, c'est aux mains d'un petit groupe d'individus qui ont pris des armes contre le Mali. C'est pas tous les Touaregs qui sont avec ces gens-là. Ces gens, ils ont certes le contrôle total parce qu'ils ont déployé, je dirais, leurs militants partout avec des armes pour contrôler un peu le nord, même si ce sera très difficile pour l'armée malienne actuelle d'avancer vers le nord. Bon, on a reçu bien évidemment l'aide des groupes la MINUSMA. Mais je pense qu'eux aussi ne jouent pas leur rôle dans cette crise-là. Là, on va en parler de Barkhane et de la MINUSMA tantôt. Mais je vais m'appuyer sur ce que vient de dire Thierno et vous demander, est-ce que la solution n'est-elle pas aux mains des Maliens eux-mêmes? Parce qu'il vient de dire qu'au nord, le nord est grand. Ce n'est pas tout le nord qui est contre le peuple malien. Effectivement. Donc ça veut dire qu'il doit y avoir une complicité entre Maliens pour éradiquer cette... Effectivement. Au fait, toute solution autre qu'une solution malienne, je ne pense pas que ça aboutira à quelque chose. Là, vous avez répondu à ma question. On va faire une petite pause et on va continuer dans ce débat-là. Ce sera dans quelques instants. Restez toujours avec nous. Merci d'être resté avec nous. C'est toujours dans votre émission IBK et le Mali d'IBK. Alors, sur le plateau, comme je vous l'avais dit, on a toujours nos deux invités, Thierno et Ndiaye. Alors, on parlait tantôt de la crise du Nord. On va poursuivre dans cette lancée-là et on va évoquer un sujet qui a fait la une des grands journaux ces moments-ci, le sentiment anti-français au Mali. Est-ce que ça a lieu d'être? Mais écoutez, c'est tout à fait normal que les Maliens se révoltent de nos jours contre la présence française dans le Nord Mali. Parce que la France était normalement perçue par les Maliens comme étant un délibérateur, c'est-à-dire ils venaient nous délibérer de ces groupes djihadistes, de ces groupes terroristes. J'accuse la France de jouer un double jeu avec le Mali. Parce que la France était venue certes sur le demande du président John Gouda, le président qui a pris la transition, oui. Et ils étaient venus pour guider l'armée malienne à combattre les groupes terroristes. Et la France a certes combattu deux groupes terroristes qui étaient le Moujiao et qui était l'Ansardine. Mais la France a dit à l'époque, on ne va pas combattre l'Ansardine. L'Ansardine qui est le MMLA, qui est le même groupe actuellement qui demande la séparation de l'État de Kidal, c'est-à-dire la région de Kidal. Donc la France a joué à un double jeu avec le Mali. Moi je pense que depuis lors, les Français sont venus au Mali, ils n'avaient qu'un seul objectif, c'est-à-dire avoir leur base au Mali et signer des accords avec ces séparatistes afin de pouvoir rester dans le Nord Mali. Comme vous savez, on a beaucoup de ressources là-bas. Donc ça a été une des raisons principales de la présence française au Mali. La France n'est pas venue comme étant on va dire, c'est-à-dire la force qui vient libérer totalement le Mali. Non, c'est une force qui est là, qui aide le pays francophone d'Afrique généralement, mais il y a on doit savoir qu'il y a toujours des intérêts cachés derrière la présence française dans le Nord, que ce soit au Mali ou que ce soit dans les autres pays de l'Afrique. Merci de votre intervention. Alors, est-ce que vous pensez sincèrement, en quelques mots, que la présence de l'armée française a été inutile pour le Mali? Ça n'a pas vraiment été inutile. Parlant justement du sentiment anti-français, ce sentiment, c'est un sentiment qui est compréhensible. Moi, je le comprends. Et c'est un sentiment qui est partagé par beaucoup de Maliens. Je peux dire même 80% des Maliens partagent ce sentiment-là. Pourquoi? Je m'explique. Comme l'a si bien dit mon compatriote, lors de l'intervention Serval, oui, sous demande du président en exercice, président intérimaire John Gouda, la France est intervenue pour stopper l'avancée des djihadistes qui étaient déjà à Konna, c'est une localité au nord du Mali. Ils avançaient vraiment. Et si ce n'était pas grâce à la France, cette avancée aurait progressé jusqu'au sud du Mali. Et là, ça aurait été vraiment catastrophique. Donc, ce qui se passe, c'est que l'armée française a su stopper cette avancée et il y a eu beaucoup de djihadistes qui ont été exécutés. Et
depuis ce temps-là, je pense que vous-même vous étiez au courant de ça, la France en ce moment-là était dans le cœur de Mali, parce que vraiment tous les Maliens même si vous avez vu dans les images, dans les médias, ce moment-là, il y avait François Hollande qui avait effectué un déplacement au Mali. Il a été accueilli par les Maliens et il a été salué, il a été applaudi, parce que vraiment ce qu'il a fait c'était bon. Donc depuis ce temps-là, vraiment il y avait un mariage de bons sentiments entre les Français et jusque-là, ça allait bien, mais en quelques mots, qu'est-ce qui justifie aujourd'hui? Ce qui justifie, c'est qu'on ne comprend pas. Après, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Aujourd'hui, nous voyons aux crises du nord du Mali, il y a un autre conflit qui s'est ajouté au conflit actuel. C'est le conflit interethnique. Vous avez des ethnies aujourd'hui qui, depuis l'époque les plus reculées, s'entendaient très très bien. C'est-à-dire les Peuls et les Dogons. Ils s'entendaient très bien, il n'y avait pas de problème entre eux. Et subitement comme ça, on nous dit voilà, ces deux ethnies sont en train de s'affronter et de se tuer. Et ça, on ne comprend pas. Et on sait que vraiment c'est impossible qu'il y ait quelque chose entre eux, un malentendu qui peut aboutir jusqu'à... Parce que c'est des ethnies qui se sont toujours sollicitées, qui ont toujours négocié. Et vous pensez que la France a un jeu dans... Je vais en venir. Et qui se sont toujours entendus. Et même il y a des mariages entre ces deux ethnies-là. C'est-à-dire un Dogon se marie à un Peul, donc et vice versa. Donc, on ne comprend pas comment se fait-il que tout récemment, il n'y a même pas longtemps, il y a une ville qui s'appelle Ogozaku, c'est une ville entièrement Peul. Et cette ville a été vidée. Plus de 100 et quelques Peuls ont été exécutés. Et nous, on ne peut pas comprendre que c'est le Dogon. Donc, la France, pour revenir à votre question, la France joue un jeu qui n'est pas clair dans cette affaire. Oui, mais si vous devez être précis, est-ce que dans ce jeu, dans ce système d'affrontement entre Peul et Dogon, est-ce que précisément vous accusez la France d'avoir joué un rôle? Bon, je ne vais pas dire que j'accuse directement la France, mais ce que je peux vous soupçonner, je soupçonne quelque chose quand même que la France n'est pas claire dans cette affaire. Pour résumer, vous décidez que la France, son armée, c'est logique. Si vous êtes venu pour une mission au Mali et que la mission n'est pas accomplie, donc ce serait mieux de rentrer chez vous. Vous pensez la même chose? Certainement que oui. Moi, je pense que la présence française a une limite finalement au Mali. La mission de la France n'a pas été avec un grand succès parce qu'on pensait que le Mali allait retrouver son intégrité territoriale avec l'avènement de la France sur au Mali. Mais ça a été le contraire par le fil du temps. Je pense que la France a déjà fait son effort. Je pense qu'il est temps que le gouvernement malien demande à la France, de façon diplomatique, de partir. Et pourquoi pas négocier maintenant avec nos frères pays voisins qu'ils viennent nous aider, parce qu'on sait que le Mali seul ne peut pas combattre le terrorisme dans le nord, parce que le Sahara c'est vaste, tu vois. Donc la France doit partir, c'est vrai, il doit partir, il est temps. La mission n'a pas été avec un grand succès, même les Français ne le contredisent pas. Même récemment, même certains Français sont d'accord que l'armée française quitte le pays, parce qu'on dirait, comme vous l'avez vu, on doit avoir quand même, on doit être capable d'analyser les choses. Quand vous regardez même les autres pays, vous voyez que la présence française était toujours au début félicitée, mais à la fin, c'est toujours le groupe contre lequel on combat qui gagne du terrain avec la présence française. Donc on doit avoir quand même une idée que même si on ne doit pas accuser la France directement d'être responsable, mais il joue un double jeu. C'est-à-dire c'est un gymnastique politique que la France est en train de jouer avec ses États. Je vois que vous avez beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là, mais le temps nous contraint à aller plus vite. Alors moi je vais vous demander, est-ce que vous êtes pour le départ de la France? Il y a même des groupes terroristes qui sont pour ce débat-là. J'en prends pour preuve l'entretien accordé à la chaîne France 24 et aussi à la chaîne RFI. Votre président Ibeka a souhaité négocier. Et il y a même un groupe terroriste qui est le groupe de soutien aux musulmans affiliés. C'est un groupe qui est affilié à Al-Qaïda. Ce groupe a accepté, a répondu au dialogue, mais ils ont imposé le départ de Barkhane et de la MINUSMA. Pourquoi la MINUSMA est impliquée dans ça? Pourquoi vous pensez que la MINUSMA aussi doit quitter?
L'aménagement, c'est sûr que, comme je vous ai dit tout à l'heure, les forces étrangères ne sont pas là seulement pour nous aider. Le Mali est certes membre de l'ONU, ce qui fait que l'aménagement, les forces de l'ONU doivent venir des fois sur demande du gouvernement malien, bien évidemment. Mais quand on regarde le rôle qu'a joué l'aménagement, normalement ils sont là pour quoi? Pour sécuriser le peuple et leurs biens. Donc on se trouve que l'aménagement ne joue plus son rôle dans le nord. L'aménagement est juste stationné quelque part. Comme un simple observateur. Comme un simple observateur. Et en même temps, on dirait que c'est cet aménagement qui aide, c'est-à-dire la main cachée du MINUSMA qui est avec les groupes séparatistes ou voire même les groupes djihadistes. Je ne veux pas accuser directement la MINUSMA ici, mais je pense que comme la France, la MINUSMA n'a pas joué son rôle. La MINUSMA, il est temps qu'il parte parce que c'est tout un budget qui est voté au Mali et la présence de la MINUSMA, le peuple commence à s'exaspérer vis-à-vis de cette force. Parce que le fait de voir qu'il y a autant de troupes étrangères au Mali et que jusqu'à présent, nous sommes dans la situation n'a pas bougé. Donc ceci fait révolter le peuple dans le nord. Merci beaucoup. Mais à vous, je vais vous poser juste une question pour qu'on puisse vite avancer dans ce débat-là. Mais est-ce qu'il est normal que le chef d'État tende la main au groupe terroriste qui est en train de mater son peuple? Oui, je vais répondre à cette question, mais juste avant de répondre, permettez-moi, je vais répondre quelques petites minutes sur l'aménagement. L'aménagement, c'est une force étrangère qui est intervenue au Mali sous un mandat. Donc, tu reparlais tout à l'heure de leur objectif au Mali, c'est la sécurisation du nord du Mali. Et si nous regardons dans le mandat de l'aménagement, ils nous diront justement que leur mandat, c'est justement pour les djihadistes, pour combattre les djihadistes et non sécuriser le nord du Mali. Donc, c'est ça qui fait. L'objectif a été détourné. Donc, ce qui fait que la demande aujourd'hui du Mali, c'est que nous demandons à l'aménagement, à défaut de rentrer chez eux, de modifier un tout petit peu le mandat et que le mandat soit justement un mandat de sécurisation du nord du Mali au lieu seulement de combattre les terroristes. Donc c'est un tout petit peu. Maintenant, c'est tout à fait normal dans la mesure où il n'y a pas d'autre issue que de dialoguer, parce que moi je ne vois pas d'autre solution. Donc c'est tout à fait normal que le président tend la main vers ces gens-là dans le but de trouver un terrain d'entente afin de calmer un tout petit peu ces massacres effectivement je trouve ça tout à fait normal. Merci beaucoup.